Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Soyez la bienvenue pour ce cours relatif à la réalisation de l'audit dans le cadre de la licence en sciences économiques et gestion, semestre 6, à la faculté polydisciplinaire de CEFI. Aujourd'hui, on va apporter l'éclairage sur la suite et fin du chapitre 5 intitulé « Réalisation de l'audit ». Dans un premier paragraphe, on va voir les types d'audités. Les types d'audités, c'est le genre d'audité que nous pouvons rencontrer lors de la mission d'audit. Il se peut que l'audité soit constructif, il répond aux questions par des réponses qui sont logiques et des réponses que nous trouvons qu'ils sont en relation avec les questions qui sont posées. Ce genre d'audité, il faut le faire travailler avec nous et collaborer avec lui pour prendre des décisions et investiguer en tenant compte de sa vision pour les différents éléments qui sont examinés. Par contre, nous pouvons rencontrer des audités qui sont timides. Les audités qui sont timides, ils ont du mal à parler lors de la mission d'audit. Donc, le rôle de l'auditeur, de le faire parler en leur posant des questions qui sont faciles dans un premier temps, puis commencer à entrer dans le vif du sujet au niveau du secteur à auditer. Donc, dans un premier temps, il faut casser les glaces pour que l'audité il eut sa confiance pour répondre aux différentes questions. Autre type d'audité que nous pouvons rencontrer, ce sont les audités qui peuvent être désintéressés. Ils ne s'intéressent pas à l'audit, ce qui se passe, et pour des raisons ou autres, il peut ne pas collaborer. Et dans ce cas-là, l'audité, il va manifester son désintérêt à la mission d'audit. Donc, en tant qu'auditeur, on doit chercher, savoir son horizon d'attente dans un premier lieu pour ensuite commencer à investiguer. Ce genre d'audité, il peut, pour des raisons ou autres, ressentir qu'elle était mal évaluée ou bien l'audité est en situation de préparation pour la retraite, ou bien c'est une personne qui juge qu'il n'a pas été, le top management n'a pas été reconnaissant par rapport à son travail et elle est marginalisée. Dans ce cas-là, il faut qu'il collabore avec nous en essayant dans un premier temps de chercher son horizon d'attente. Néanmoins, si on remarque qu'il manifeste toujours des intérêts pour l'audit, il faut demander à avoir un autre audité pour qu'il se prononce par rapport aux questions. Autre type d'audité que nous pouvons rencontrer, c'est l'audité qui est agité.
c'est le type d'audité qui va tout le temps bouger, qui va interrompre les questions et la discussion lors de l'audit. Dans ce cas-là, il faut l'occuper par des tâches pour que vous réalisez en tant qu'auditeur votre mission dans les règles d'art. Et donc là, il faut le nommer secrétaire. Par exemple, il doit noter des observations ou bien chercher dans les archives ou les documents des documents justificatifs sur lesquels on va se prononcer. L'essentiel, c'est que vous devez établir avec lui les limites en ce qui concerne ses interventions. Aussi, vous pouvez rencontrer l'audité qui est bavard. L'audité qui est bavard, tout le temps, il va répondre en étalant les réponses à des sujets qui, des fois, n'ont rien à voir avec la question posée. Dans ce cas-là, il faut limiter avec lui le temps, les délais. Par exemple, répondez dans 1 minute, répondez à la question. Et aussi, demandez à ce que la réponse soit courte, en une phrase, ou bien d'une manière binaire, oui ou non. Est-ce que vous répondez à ces questions ou non? Aussi, vous pouvez rencontrer le résistant. Le résistant, c'est l'audité qui manifeste sa résistance lors de la mission d'audit. Et il va faire en sorte qu'il essaye de contredire ce que l'auditeur est en train de faire. Dans ce cas-là, il faut nier sa résistance, rester objectif et juger les réponses pour prendre une décision par rapport à l'observation en question et ne jamais rentrer en conflit avec lui ou bien penser à se confronter avec ce type d'audité. Aussi, nous avons l'audité qui est interrogateur. Il va répondre à des questions par des questions. Comment vous faites, par exemple, pour réaliser tel ou tel type d'évaluation de stock? Il va vous répondre et comment, d'après vous, vous voulez qu'on l'évalue. Donc, ne jamais répondre à ces questions parce que sinon vous allez jouer le rôle de l'audité et vous allez renverser les rôles. C'est lui qui deviendra auditeur et vous serez l'audité. Aussi le mégalomane, c'est quelqu'un qui il a la fierté personnelle et il se croit au-dessous de tout le monde. Il faut nier son arrogance, rester objectif et répondre, essayer de juger ses réponses selon ce qu'il apporte comme élément de preuve. Donc, ne jamais essayer de le bloquer ou bien entrer en confrontation avec ce type d'audité. On peut procéder par la démarche oui mais. Donc, d'après ces réponses, on va se concentrer sur ce qui a été positif, mais on essaie d'aller vers ce qu'on juge qui est essentiel. Il y a aussi le type d'audité qui va essayer de sauter sur l'auditeur en question. L'auditeur en question, il peut être même agressif. Dans ce cas-là, il faut rester calme
il faut avoir le sang-froid et juger d'après les éléments de preuve. Et donc, ce genre d'audité, des fois, selon la personnalité, il se croit qu'il détient une certaine expertise, mais en tant qu'auditeur, on doit être loyal par rapport à nos principes et nos outils d'audit et ne pas avoir des a priori par rapport à des personnalités, des compétences et des responsables. Mais on va juger d'après les éléments qui sont apportés. Donc, même si des fois on est amené à reconnaître l'expertise des audités, parce que des fois, même lors de l'audit, lorsqu'il y a un blocage entre l'auditeur et l'audité dans la mission d'audit, on va se référer à ce genre de personnes qui ont de l'expertise pour avoir son avis et juger d'une manière qui est objective. Voilà en général les types d'audités qu'on peut rencontrer au niveau d'une mission d'audit. Deuxième paragraphe, il faut faire attention lors d'une mission d'audit à les types d'exigences qu'on est en train d'examiner, d'investiguer. Et donc, on peut classer les exigences d'un référentiel par rapport à, par exemple, un système de management, qualité, environnement, santé, sécurité au travail, selon le premier type d'exigence, exigence relative aux procédures. Qu'est-ce que ça veut dire? Le secteur en question, la fonction, le processus, il doit avoir une procédure. Par exemple, la procédure relative aux actions correctives, la procédure qui est relative aux actions préventives, la procédure qui est relative à la maîtrise des documents et la procédure qui est relative à l'information documentée, système documentaire ou l'enregistrement des documents. Aussi la procédure relative à l'audit, la procédure relative au traitement de non-conformité. Aussi, c'est inconcevable de ne pas trouver au niveau d'un système documentaire des procédures qui sont relatives au cœur du métier, c'est-à-dire les processus et les fonctions de la production. Ça, c'est le premier type d'exigence relative à l'existence de procédures. Deuxième type d'exigence, c'est le type d'exigence relative à l'information documentée, c'est-à-dire un aspect donné au niveau du secteur et le champ d'application de l'audit, il doit se matérialiser par de la documentation enregistrée. Donc c'est une traçabilité qui va être jugée comme élément pour prouver que la tâche elle a été exécutée. C'est le cas du rapport d'audit. Une mission d'audit doit être matérialisée par un rapport d'audit, c'est de l'information documentée. Aussi, la question, par exemple, de la liste des différents documents et d'enregistrements qui sont au sein d'un système documentaire de l'entreprise. Donc, on est censé matérialiser l'information par un document, un formulaire qui est renseigné. Troisième type d'exigence, c'est l'exigence de méthodologie. On va faire en sorte que, au niveau du secteur audité, il doit y avoir une méthodologie pour se prononcer sur un aspect donné. C'est le cas, par exemple, de l'évaluation et la sélection de fournisseurs. On ne va pas évaluer, sélectionner les fournisseurs au pif, mais par le biais d'une méthodologie
qui se base sur des critères, des paramètres bien établis. Par exemple, la question du coût, la question relative à la qualité, les paramètres relatifs au volume, les paramètres relatifs au respect des délais, les paramètres relatifs aux prestations associées. Donc ces critères-là, ces 5 critères, ils rentrent dans l'évaluation et la sélection du fournisseur. Donc on doit avoir une méthodologie. Une méthodologie aussi en matière, par exemple, d'ingénierie de formation. On ne peut pas identifier les thèmes d'un programme de formation continue comme ça au pif sans avoir une méthodologie de travail. L'interview, le rapprochement entre le poste du travail et le contenu du thème qui sera dispensé dans le cadre de la formation continue. Donc voici, ce sont 2 exemples relatifs aux exigences de méthodologie. Dernier type d'exigence, c'est les exigences relatives à l'engagement. Ce que, quelque part, une autorité doit renseigner, doit valider et s'engage au niveau d'un aspect donné. C'est le cas, par exemple, de la signature de la plus haute autorité de la politique qualité. Donc la politique de management en général d'une entreprise doit être signée par la plus haute autorité de la structure. Donc là, il y a une exigence d'engagement. La même chose, valider une production, il doit avoir un certain engagement. Voici en général les 4 types d'exigences qu'on peut tenir compte lors de la mission d'audit. Autre paragraphe, c'est-à-dire le 3e, c'est relative à la classification des écarts ou bien la gradation des écarts. Gradation des écarts, comment on va classifier les différentes observations. Dans un premier temps, ça peut être un point fort en plus de la réponse aux exigences, l'entreprise elle a un dispositif qui dépasse les exigences. Dans ce cas-là, on parle de points forts. Au niveau du 2e type d'observation, on peut rencontrer la conformité du dispositif par rapport aux exigences. Donc rien à signaler, les exigences sont respectées. Dans ce cas-là, on est dans une conformité. 3e type d'observation, c'est les pistes d'amélioration. Ce sont les pistes d'amélioration que l'auditeur peut suggérer. C'est le cas, par exemple, d'un contrôle qui est à 100% maîtrisé. L'auditeur peut suggérer à l'entreprise de procéder par échantillonnage. Et c'est un échantillon représentatif qui va être utilisé en tant que moyen pour le contrôle. Bien sûr, sans impacter la qualité du produit ou du service, ou bien, dans le cas d'un système de management environnemental, l'utilisation des ressources d'une manière rationnelle et la maîtrise, le traitement des produits non intentionnels qui sont générés par l'activité. Nous avons aussi les écarts mineurs. Les écarts mineurs en tant que type d'observation, ce qu'un élément isolé du dispositif que nous rencontrons. C'est le cas d'un bon de commande ou bien bon de réception qui n'ont pas été signés ou ils sont absents, ou bien un dossier de personnel qui ne fait pas partie de l'ensemble des documents de gestion du personnel.
dans ce cas-là, on peut parler d'un écart mineur. Le cas grave, c'est l'écart majeur, la non-conformité majeure. Là, dans un premier temps, c'est une exigence légale, par exemple, qui n'est pas respectée. Par exemple, l'inexistence d'un contrat avec un médecin de travail pour une entreprise qui dépasse l'effectif 25 personnes. Dans ce cas-là, il doit avoir un contrat. Si nous remarquons qu'il n'y a pas de contrat, donc c'est une faute, c'est une non-conformité majeure. Aussi, type de non-conformité majeure, un élément du système de management qui n'existe pas. Par exemple, la revue de direction, c'est une réunion annuelle qui se fait au niveau de l'entreprise, n'a pas eu lieu. Ils n'ont pas prouvé que les différents responsables se sont réunis pour parler de l'ordre du jour de la réunion, la réunion, la revue de direction. Les objectifs, les projets à lancer, le traitement des synthèses des différentes dysfonctionnements, anomalies, les actions correctives, les actions préventives, le résultat d'audit. En tout cas, la revue de direction est là un ordre du jour bien déterminé. Donc, c'est un exemple d'éléments qui n'existent pas au niveau du système en question. Aussi, nous pouvons avoir le cas des éléments qui ne sont pas conformes par rapport à un aspect donné. Par exemple, la sécurité dans un poste de travail, au niveau d'un poste de travail. On a remarqué que les extincteurs ne sont pas disponibles ou bien ne sont pas accessibles. Nous avons remarqué que le personnel ne connaît pas les obligations et les droits en matière de santé et sécurité au travail. Et nous avons remarqué aussi l'absence, par exemple, du plan d'évacuation ou bien ou le point de rassemblement. Donc on regroupe tous ces éléments dans une non-conformité majeure qui comporte les 3 ou les 4 écarts en question. Après avoir vu la classification des écarts, d'une manière succincte, on va parler du rapport d'audit. Qu'est-ce qu'il doit comprendre ? Le rapport d'audit, il doit comprendre le numéro d'audit, la chronologie de l'année, l'objet de l'audit, le champ d'application, le détail du plan d'audit, l'organisme audité, le secteur d'activité, les renseignements sur l'entreprise, les membres de l'équipe d'audit, l'identification du périmètre d'audit, la date de l'audit et de son suivi, le référentiel, la liste de diffusion du rapport d'audit, la formulation des écarts, les secteurs non examinés, la durée passée lors de l'audit pour chaque tâche. Donc, voici en général ce qu'on peut avoir au niveau de la partie réalisation de l'audit. Sur ce, je vous quitte en vous souhaitant que notre contribution, il va vous éclairer sur ces aspects-là relatifs aux réalisations de l'audit et on vous donne rendez-vous pour le chapitre ultérieur qui est relatif au suivi de l'audit, suivi des actions. Au revoir.